Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale, on va faire un peu de maths, on va faire un calcul intégral. Alors pour un peu de contexte, en fait j'ai récemment créé une intégrale. Ça m'a inspiré pour poser une suite que je vous affiche tout de suite à l'écran, une suite d'intégrale oméga n pour n un entier non nul. Alors cette vidéo ça sera spécialement pour traiter du cas n égale 2, donc on va calculer oméga 2. Pourquoi pas oméga 1? Oméga 1 c'est juste que le résultat n'est pas intéressant, c'est tout. Ah oui, et dernière précision, dans cette vidéo, je vais utiliser des principes tels que la convergence uniforme, développement en série entière, interversion série intégrale. Un peu plus élevé, on va parler de fonctions gamma, dai gamma, formule de réflexion, et on va notamment parler de double, triple, voire quadruple, quintuple intégration. Voilà, on va intégrer sur R5 au bout d'un moment. En soi, pour les doubles intégrales, c'est bon, vous pouvez rester, vous pouvez me faire confiance, mais c'est vrai que pour le reste, j'ai envie de vous dire, si vous ne connaissez pas ces outils, je vous conseille d'aller en description, je vous ai mis des liens qui expliquent quels sont ces objets. Sinon, la vidéo va être un peu dure à suivre. Voilà, cette vidéo, spécialement pour on va dire, déballer ma démonstration sans problème, pas vraiment pour faire un cours d'intégration. Voilà, typiquement, dans cette vidéo, au bout d'un moment, on va faire, je dis n'importe quoi, une interversion série intégrale. Je vais pas expliquer pourquoi ça marche. On fera l'interversion série intégrale et puis c'est tout. Je continuerai à faire ma démo. Ah oui, et dernier truc, j'ai pas envie que ça fasse prétentieux, mais je voulais quand même préciser que voilà, toute cette intégrale, c'est moi qui l'ai faite de A à Z. Donc, que ça soit dans les calculs, la démarche, la réflexion, vraiment j'insiste, c'est moi qui ai tout fait. Alors pourquoi je précise ça? Parce que pour moi, c'est peut-être pas le plus beau, mais l'un des résultats les plus beaux que j'ai pu trouver. Et j'ai juste envie de mettre mon tampon dessus, quoi, dire que c'est moi qui l'ai fait, et voilà, quoi, c'est tout. Mais bon, voilà, c'est ma petite fierté, quoi. Alors du coup, commençons tout de suite. Première remarque que je peux faire, c'est qu'on a une fonction paire et on intègre sur un intervalle impair. Alors qu'est-ce que ça implique comme conséquence? En fait, je peux dire que c'est deux fois voilà, l'intégrale de la fonction sur moins l'infini plus l'infini. Vu que c'est une fonction paire, je peux dire que c'est deux fois l'intégrale de cette même fonction, mais allant de 0 à l'infini. Ça se vérifie assez simplement. Vous pouvez partager l'intégrale en deux par Chals, vous prenez moins l'infini 0, 0 plus l'infini, et pour l'intégrale moins l'infini 0, vous posez x égale moins x. Ça se montre assez facilement. Bon, arrivé à l'heure, on va encore faire un truc relativement tranquille, c'est on va juste travailler un peu sur la fraction pour voilà, sur ce complexe hyperbolique, on va essayer de le simplifier un peu. Donc voilà, je vous affiche quelques identités sympathiques qu'on peut avoir avec le sinus et le cosinus hyperbolique. Alors avec ça, voilà, on peut directement en déduire que tangente hyperbolique de a sur 2, ça va être sinh a divisé par cosh a plus 1. Alors c'est pas mal parce que voilà, le sinh divisé par cosh plus 1, je l'ai déjà dans mon intégrale. Il manque juste un cosh plus 1 au carré, au dénominateur. Bon, on n'a qu'à le construire. Voilà, si je prends mon égalité avec le cosinus hyperbolique a sur 2, je mets au carré, je multiplie par 2. Voilà, j'ai exprimé cosinus hyperbolique de a plus 1. Du coup, voilà, je peux juste chercher du coup à représenter cette fraction d'hyperbolique avec des angles moitiés pour finalement me trimballer avec une nouvelle expression de mon intégrale i. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'au début je parlais un peu de la parité de l'intégrale. Comme ça, les deux se simplifient directement, c'est plus esthétique. Ce que je vais faire, c'est qu'on va factoriser le 1 sur pi carré, on va le sortir dehors, et on va poser un petit changement de variable pour faire un peu de nettoyage dessus. On va poser x, ça va être pi sur u, donc automatiquement dx, c'est pi fois du. Alors du coup, si je remplace ce monde, voilà ce que j'obtiens. Bon, du coup, le facteur, là, pi carré, u carré sur pi carré, voilà, les pi carrés simplifient. Voilà, il y a un pi qui apparaît avec le du, mais en dessous on avait un x, donc ça devient pi u. Voilà, il y a encore des pi qui simplifient. Au final, après simplification, on tombe sur ça. Bon, alors maintenant qu'on en est arrivé à là, on va faire un truc complètement différent. Voilà, je vais poser j lambda, ça va être l'intégrale allant de 0 à l'infini de sinus lambda z divisé par sinh z dz. Alors du coup, ah oui, par contre, ouais, bon, j'ai écrit deux fois le truc, je suis un peu con quand même. Alors ce que je vais faire, c'est que voilà, mon sinus z et mon sinh z, utiliser l'écriture exponentielle, donc on se retrouve avec cette expression. Les facteurs 1,5,
il se barre, il simplifie direct. Donc voilà, je me retrouve avec cette expression. Là maintenant, remarquez exponentielle z moins exponentielle moins z au dénominateur. Je vais factoriser en haut et en bas par exponentielle moins z. Donc je me retrouve au dénominateur avec du 1 moins exponentielle de z. Et là, on va procéder à un nouveau changement de variable. Je vais poser exponentielle moins de z, ça va être w. Donc fatalement, exponentielle moins 2z dz, c'est moins dw sur 2. Voilà, et donc en même temps, ça veut dire qu'exponentielle moins z dz, c'est moins dw divisé par 2 racine de w. Du coup, j'applique mon changement de variable. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les bornes? Quand z vaut 0, exponentielle moins 2z vaut 1. Donc à la place du 0, je vais avoir un 1 pour oméga. Exponentielle moins 2z. Si je fais tendre z vers plus l'infini, bah, exponentielle moins 2z, quand z tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc la borne supérieure, ça va être 0. Du coup, voilà, on se retrouve avec cette intégrale. Alors, à noter que le signe moins qu'on s'est tapé avec le dw, il va permettre de justement redresser ce signe intégral, parce que là, oui, on a une intégrale qui va de 1 à 0. Avec ce signe moins, on va aller de 0 à 1. Bon, alors cette forme fait curieusement penser à la fonction d'Aigama, à sa représentation comme une intégrale. En fait, j'ai juste à faire un plus 1 à moins 1, linéarité de l'intégrale, je split les fractions, et voilà. Bon, là, j'utilise juste ma définition de la fonction d'Aigama. À noter, petite erreur d'inattention, j'ai 1 sur 2i facteur de psi de 1 plus lambda i sur 2 moins le petit gamma. Alors, c'est pas un moins gamma, c'est un plus gamma. Ici, ça pose pas de problème en fait, parce que de toute façon, ils vont se supprimer. Voilà, j'aurais pu mettre un moins en plus gamma, pas avoir de répercussions dans le reste du calcul, mais bon, c'est une petite erreur d'inattention quand même. Alors du coup, voilà, si je supprime, on obtient ça. C'est exactement la formule de réflexion. Alors du coup, j'ai juste à appliquer ma formule. Donc voilà, je me retrouve avec du cotangente, super. Alors à noter que là, l'angle, voilà, l'argument du cotangente, bah, on peut encore le simplifier. Je me trimballe avec du tangente maintenant. Donc là, du coup, je me trimballe avec du tangente. Là, du coup, c'est tangente d'un imaginaire pur. Bon, bah, tangente de alpha i, bah, ça va être i fois tangente hyperbolique de alpha. Ça se vérifie facilement en utilisant la représentation en exponentielle complexe de la fonction tangente. Donc au final, voilà, l'intégrale qu'on a calculée, là, j lambda, s'évalue à pi sur 2 fois tangente hyperbolique de pi sur 2 lambda. En fait, on peut remarquer, c'est une fonction par rapport à lambda. J'ai qu'à la dériver pour voir si je dérive. Alors ça, pareil, voilà, le truc de dériver, ça devient une dérivée partielle sous le signe intégral. Il y a des vidéos en description qui l'expliquent, je vais pas le faire ici. Ah, du coup, si je dérive pi sur 2 tangente hyperbolique, pi sur 2 lambda, voilà, je me trimballe du 1 sur coche carré de mon argument. Ou dans l'intégrale, on va dériver sinus lambda z par rapport à lambda. Donc automatiquement, ça va me donner du z cosinus lambda z divisé par sinh z. Je dérive encore une fois cette expression. Là, ça me donne du moins sin lambda z. Alors à noter que de l'autre côté du signe égal, on retrouve aussi un moins avec la dérivation. Donc les moins se simplifient. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Bon, d'accord. Alors je remplace lambda par x au cas où ça serait pas encore assez obvious. Je multiplie par x fois 1 plus x carré au dénominateur. Bon bah voilà. Il ne reste plus qu'à intégrer sur 0 à l'infini. En fait, on se retrouve avec notre intégrale. Donc voilà, mon intégrale se transforme en double intégrale. Bon, alors du coup, maintenant, je vais vous nettoyer un peu tout ça. On va pas travailler sur le signe de double intégrale. Ça fera peut-être un peu trop lourd. Donc en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est que en fait, on a eu une expression maintenant avec la variable z. On va pas intégrer sur z, sinon on retombe sur le point de départ. Du coup, maintenant, on intègre par rapport à la variable x. Donc je vais isoler l'intégrale par rapport à la variable x. On va poser az, ça va être du coup l'intégrale allant de 0 à l'infini de sinus zx divisé par x facteur de 1 plus x carré dx. Avant de commencer le calcul de cette intégrale, j'ai juste envie de faire une petite remarque. Sinus zx, comme définition intégrale, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est l'intégrale allant de 0 à zx de cosinus θ dθ. Ça se vérifie assez simplement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poser θ égale zx θ. Donc ma borne supérieure, ça devient 1, et comme ça, je peux faire sortir un facteur zx de l'intégrale. Je divise par x, je tombe sur sinus zx sur x égale z fois l'intégrale allant de 0 à 1 de cos zx θ dθ. Pourquoi je fais ça?
En fait, dans notre expression de à z, vous voyez qu'on a un sinus zx sur x. Donc le but, ça va être encore de faire, voilà, de remplacer ce terme par une intégrale. Mais avant de faire ce changement, aussi autre chose que j'ai envie de vous faire remarquer. Alors pour tout A réel et B réel non nul, en fait j'ai une identité qui est assez utile. Je vais mettre B égale 1 et A égale X, et je divise par X des deux côtés. Alors du coup, X est dans R, je divise par X, ça peut être égal à 0. Là, c'est dans le sens où on ne dit pas que c'est égal à 0, c'est que ça tend vers 0. Si on réfléchit dans cette logique-là, l'égalité est bonne. Voilà, si je fais tendre x vers 0, l'égalité est valide, pas de problème. Donc maintenant que j'ai toutes ces identités, je vais tout remplacer d'un coup. Voilà, ça me donne triple intégrale. Voilà pourquoi je voulais isoler à z, parce que sinon là, on serait traîné avec 4 signes intégrales, si on aurait voulu travailler sur tout le truc. Alors à noter que voilà, on a cos zθ x fois sin xt. Je peux utiliser des formules d'angle. Donc voilà, ça je peux l'extendre. Du coup, je peux avoir deux sinus de x fois quelque chose. Bon voilà, j'isole encore parce que bon, on va encore faire apparaître une double intégrale. Si on aurait tout enchaîné, il y aurait eu 5 signes intégrales qui seraient enchaînés. C'est pas très. Ce serait un peu dur d'expliquer là-dessus quoi. Donc du coup voilà, je vais poser b de z t θ, ça va être voilà, une intégrale par rapport à la variable x comme paramètre z, t et θ. Alors, à remarquer que voilà, si je pose, allez, t plus zθ une constante, ça ressemble à l'intégrale de Dirichlet en fait. D'ailleurs, j'ai envie de faire une petite remarque sur cette intégrale. Alors, l'intégrale en 0 à l'infini de epsilon tau divisé par tau d tau, qu'est-ce qu'on va y faire en premier temps? Alors, en fait, mon epsilon est réel, c'est-à-dire que epsilon peut très bien être positif ou peut très bien être négatif. Moi, j'ai envie qu'il soit tout le temps positif. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va extraire le signe de epsilon pour laisser une valeur absolue de epsilon dans le sinus. Pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, je vais poser tau, ça va être égal à tau sur epsilon. Bon, du coup, en faisant mon changement de variable, j'ai mes 1 sur epsilon qui vont se simplifier. Pourquoi on fait ça? En fait, ça va être surtout pour les bornes. C'est-à-dire que si je multiplie... voilà, si 1 sur epsilon, je le multiplie par 0 ou l'infini, ça reste 0 à l'infini. Alors que si c'était epsilon, ça aurait pu être plus ou moins l'infini. Il y a une petite nuance. Bon, c'est des détails, mais c'est pour que ça soit plus lisse. Bon, du coup, c'est juste une intégrale de Dirichlet simple. Bon, évidemment, quand vous avez vu un peu comment se déroule la vidéo. On part voilà, des quadruples intégrales, ça pète dans tous les sens. Bon, Dirichlet, ça va être pareil. On va faire double intégrale également. En fait, j'ai envie de vous faire remarquer quelque chose. Si je considère l'intégrale sur R plus de exponentielle moins tau x dx, bon ça voilà, c'est primitif visuel, ça me donne 1 sur tau. Bon bah dans l'intégrale de Dirichlet, j'ai quoi? J'ai sinus tau sur tau, donc sinus tau fois 1 sur tau. 1 sur tau, je viens de représenter 1 sur tau comme une intégrale. Bon bah c'est parti, donc du coup le 1 sur tau je le remplace par ce qu'on a trouvé. Voilà, double intégrale, j'ai double intégrale de sinus tau fois exponentielle moins tau x dx d tau. Bon, ben voilà, sinus tau exponentielle moins tau x. Je vous remets l'identité sous vos yeux. Juste à l'appliquer, ça me donne exactement une primitive de arctangente. Arctangente en l'infini, ça vaut pi sur 2. En 0, ça vaut 0. Pi sur 2 moins 0, ça fait bien pi sur 2. Bon voilà, maintenant qu'on a trouvé tout ça, juste à remplacer ces expressions dans ma fonction bzθ. Donc voilà, ma nouvelle expression de cette intégrale. Du coup, mais comme on a dit que voilà, à z, elle s'exprime en fonction de bztθ. On était arrivé là. Je remplace par le résultat qu'on vient de trouver. Alors là, c'est la partie de la vidéo, c'est assez compliqué à expliquer. Alors, le t, lui, il varie sur 0 à l'infini. Et le θ, lui, va varier sur 0 à 1. J'ai le signe de t plus zθ plus le signe de t moins zθ. En fait, ce qui va se passer, c'est que par rapport à la variable t, si je considère le segment 0 zθ, bah, le signe de t moins zθ, il vaut moins 1. Et le signe de t plus zθ vaut 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à la... Voilà, sur ma variable t, l'intégrale va de 0 à l'infini. Si je la décompose en l'intégrale allant de 0 à zθ, puis l'intégrale allant de zθ à plus l'infini, bah en fait, mon intégrale sur 0 zθ,
ça va être la fonction moins la fonction, donc ça fait 0. Donc au final, on se retrouve juste à intégrer exponentielle moins t sur zθ plus l'infini. Ça pareil, exponentielle moins t, c'est encore une primitive visuelle, je ne vais pas faire de détails. Là encore, on va encore intégrer l'exponentielle voilà, moins zθ, pas de problème. Au final, voilà, ma fonction a de z, c'était juste pi sur 2, facteur de 1 moins exponentielle moins z. Bon, très bien. Alors maintenant qu'on a trouvé tout ça, je vais pouvoir remplacer. Donc voilà, je vais avoir l'intégrale en 0 à l'infini de z carré fois 1 moins exponentielle moins z divisé par sinus hyperbolique de z dz. A noter qu'avec le pi sur 2 qui est apparu, on va avoir des petites simplifications. Voilà, le 4 sur pi puissance 5, ça devient 2 sur pi puissance 4. Alors là, par linéarité, on va séparer encore une fois l'intégrale et calculer ces deux intégrales de manière indépendante. Là, je vais noter I1 et I2. Donc là, je vous réaffiche I1. Donc voilà, comme avec l'intégrale où on avait fait apparaître du cotangente, tangente hyperbolique, le sinus hyperbolique, on va l'écrire avec des exponentielles. Encore une fois, je multiplie par exponentielle moins z de chaque côté. Et là, j'ai envie de vous faire remarquer un truc. Je prends un phi tel que sa valeur absolue est strictement inférieure à 1. Voilà, la limite de la somme de phi à la puissance n, c'est 1 sur 1 moins phi. Bon, notre intégrale I1, on a quoi au dénominateur? On a 1 sur 1 moins exponentielle moins de z. J'utilise le développement en série entière qu'on vient de montrer. Alors du coup, maintenant arrivé à là, petite manipulation, encore une fois, on va intervertir ce symbole intégral et somme. Donc j'obtiens ça. Maintenant, on va faire un petit changement de variable. Je vais poser z. Ça va être z divisé par 2n plus 1. Par linéarité, voilà, le facteur 2n plus 1 au cube, il peut rentrer dans la somme, pas de souci. Et l'intégrale en 0 à l'infini de z au carré exponentielle moins z dz, ça fait 2 factoriels, donc 2. 2 fois 4, ça fait 8. Donc voilà, au final, I1, bon, je retrouve, c'est 8 sur pi puissance 4 fois une série, qu'on va calculer évidemment. Alors oui, il s'agit de la fonction zeta de Riemann, voilà, c'est zeta de 3 du coup. Ce que je vais faire, c'est qu'on va décomposer. On va écrire cette série comme la série des termes pairs et la série des termes impairs. Donc voilà ce que j'ai. Je vais sortir le facteur 1 sur 2 puissance 3 sur ma série tout à droite. Donc je me retrouve avec un facteur 1 sur 8. Je fais basculer voilà, le 1 sur 8. Là, je me retrouve avec zeta de 3. J'ai qu'à faire passer le 1 huitième de zeta de 3 de l'autre côté. Comme ça, je peux exprimer la série que je cherchais à calculer. Donc voilà, la série que je voulais calculer, au final, c'était juste 7 zeta de 3 divisé par 8. D'où, voilà, si je rentre tout ça dans I1, on se retrouve avec I1, ça va être 7 zeta 3 divisé par pi puissance 4. Alors du coup, le calcul de I2 est assez similaire. Voilà, je ne vais pas détailler plus que ça, c'est ce qu'on vient de faire il y a une minute. Voilà, assez rapidement, on trouve que I2, c'est zeta 3 fois pi sur 4, mais souvenez-vous que I, c'est I1 moins I2. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, I1 moins I2, ça va du coup devenir du 6 zeta 3 divisé par pi puissance 4. Dernière remarque qu'on peut faire, c'est voilà, on a toujours avec cette fonction zeta de Riemann, zeta de 2 c'est la somme de l'inverse, la série de l'inverse des carrés qui converge vers pi carré sur 6. Donc voilà, dernière simplification que je peux faire, du coup l'intégrale qu'on avait au tout début s'évalue juste à zeta de 3 divisé par pi au carré fois zeta de 2. Bon, c'est vrai que du coup c'est un résultat qui est assez impressionnant. C'est pas tant le zeta de 3, bon ça cette saloperie on peut la choper un peu partout. En fait, ce qui est vraiment perturbant, c'est le pi carré et le zeta de 2 qui se retrouvent au dénominateur. C'est hyper rare de trouver... En fait, au numérateur, ça choque personne parce que c'est super simple de faire apparaître du zeta, c'est super simple de faire apparaître du pi au carré. Ce qui est vraiment dur, c'est de le faire apparaître au dénominateur, donc l'inverser. C'est ce qui en fait une intégrale hyper intéressante. Donc ça, du coup, c'était juste pour le calcul de oméga 2. Je vous affiche oméga 3 et oméga 4. D'ailleurs, ça peut être un bon exo, ça. Essayez de montrer que 6 fois oméga 3, c'est zeta de 3, pardon, divisé par pi carré de zeta de 2 plus zeta de 5 divisé par pi carré de zeta de 4. Ça aussi, c'est un résultat qui est ultra esthétique. Oméga 4, il n'y a plus de logique dans les coefficients, c'est un peu chaotique. Alors, du coup, je vous ai dit que j'avais posé cette suite. J'ai trouvé un algorithme pour déterminer tous les oméga n. Le problème, c'est que c'est extrêmement lent.
Enfin, c'est long. Si on prend n allant de 2 à 10, ça va, avec l'algorithme, je peux te les donner allez, entre 5 et 10 minutes. Si on commence à monter plus, là, le résultat, je te le donne dans 2 semaines. En fait, j'arrive pas à trouver de récurrence entre les oméga n. C'est-à-dire que l'algorithme, il marche. Enfin, même là, ça se voit, hein, si on compare oméga 2, 3 et 4, on remarque que devant nos zeta 3, les coefficients ne sont jamais les mêmes en fait. Donc ça veut dire qu'on a peut-être, je sais pas, une genre de fonction indicatrice qui te fait pop des, qui te fait pop un peu des coefficients selon la valeur de n. Ça a l'air un peu chaud. Mais j'y travaille toujours parce que bon, certes j'ai trouvé un algorithme pour calculer tous les oméga n, mais bon c'est pas satisfaisant, il faudrait essayer de trouver quelque chose de mieux quoi. Si jamais vous avez bien aimé cette vidéo, que vous aimez un peu ce genre d'analyse, calcul intégral, série au produit, en description je vous mets un lien vers une page Insta où je poste un peu des trucs comme ça. Alors c'est pas une page poubelle, hein, je poste vraiment quand j'estime que ça en vaut le coup, quand mon résultat est assez intéressant. Ouais, bah, du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et sur ce, adios.